Madame, Monsieur, chers lève-tôt, bonjour et merci de nous retrouver. 27 février, nous sommes, et bien entendu, c'est jeudi. Et vous le savez, quand c'est jeudi, on parle éducation. Quand c'est jeudi, on parle également technologie de l'information et de la communication. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité, à ce rendez-vous de l'information. Avec vous, bien entendu, Christelle et Diacho Tongodo, bonjour. Bonjour Rachida, bien maman. Et ce matin, ça va bien? Oui, ça peut aller. Allez, vous êtes allé à la quête de l'information. Comme tous les et on matins. fera le point avec vous dans un instant, n'est-ce pas? Absolument. Et au menu, avant bien entendu le bulletin d'information, de quoi sera fait cette émission au menu, donc ce 27 février 2025, toute l'actualité technologique, et bien, les nouvelles innovations, les innovations de ces dernières semaines, on en parlera donc ce matin, chers amis téléspectateurs. Nous irons donc à la découverte ce matin de cette cuillère, et bien, cette cuillère qui vous permet tout simplement, lors de vos déjeuners, lors de vos petits déjeuners, lors de vos dîners, tout simplement, d'avoir un goût salé dans la bouche. Cela vous préserve, bien entendu, de la prise de poids et de bien d'autres choses. Au menu ce matin également dans l'actualité technologique, eh bien, on va découvrir ensemble ces lunettes équipées de verres à cristaux liquides qui pourraient prévenir les crises d'épilepsie photosensible. Un prototype, il faut le dire, est en cours de développement, et nous allons également découvrir dans l'actualité technologique de ce matin ce bébé Pandia, n'est-ce pas, qui permet tout simplement de soutenir les seniors. De quoi tout cela retourne? Restez avec nous, on se retrouvera dans quelques minutes pour en parler. Dans le menu du jour, on parle également du débat, et l'instant débat du jour va s'intéresser à un outil qui permet d'optimiser la gestion des risques dans nos différentes entreprises. Il s'agira pour nous ce matin d'aller à la découverte de l'outil RMT. De quoi s'agit-il? On va en parler avec mes experts. De toutes les façons, c'est un outil révolutionnaire, c'est un outil intégré qui permet donc d'atteindre les performances dans nos différentes entreprises, et on en parle. Et bien entendu, vous le savez que vous avez la possibilité d'interagir avec nous sur le forum de discussion en répondant à la question du jour qui est celle-ci. En tant qu'entrepreneur, comment gérez-vous les risques dans votre entreprise? À quel outil de gestion avez-vous recours? C'est la question du jour. Je la reprends très rapidement. En tant qu'entrepreneur, comment gérez-vous les risques dans votre entreprise? À quel outil de gestion avez-vous recours? C'est la question du jour. Vous pouvez y répondre via Facebook, via WhatsApp, via également Twitter. On compte sur vous. On va retrouver, si tout va bien, Nadej Sani sur le forum de discussion autour de 8h30 pour relayer vos différents avis. Mais pour l'heure, rendez-vous avec l'actualité, et c'est avec Christelle et Diacho Tongodo. Bienvenue à tous au bulletin d'information. Le Bénin encore en deuil. Firmin Coton, le préfet du département du Zou, est décédé ce mardi à Cotonou. Le Bénin perd ainsi un autre cadre engagé, Amadine Niabosso. C'est un haut fonctionnaire de l'administration territoriale qui s'en est allé. Firmin Coton, préfet du département du Zou, est décédé ce mardi 25 février 2025 des suites d'une crise. Administrateur chevronné, il était à la tête du département du Zou depuis 2016, année de sa nomination. Il a géré avec rigueur et détermination les dossiers de ce département du Bénin. Sa disparition brutale laisse un sentiment de stupeur au sein de l'administration territoriale. Ses actions témoignent de son attachement au respect des règles et à la bonne gouvernance. L'illustre disparu a été, avant sa nomination à la tête de ce département, chargé de mission à la préfecture du Zou de 2011 à 2016. Son départ laisse un grand vide. Il prive ainsi le Bénin d'un homme engagé au service de l'administration publique et d'un développement éclairé.
Vitrine du savoir-faire et d'opportunités économiques, le Bénin accueille le sommet Choiseul Afrique. Cet événement offrira une occasion unique de réunir 350 décideurs parmi les plus influents des continents africains et européens. Objectif visé, accélérer l'intégration économique régionale, mobiliser les compétences et les investissements pour un avenir durable. Choiseul Africa, une plateforme de référence pensée par l'Institut Choiseul pour la coopération économique entre l'Afrique et l'Europe. Elle fédère, anime et inspire un réseau dynamique de dirigeants économiques africains en créant des opportunités de rencontres et d'affaires. Choiseul Africa, c'est une communauté influente avec plus de 800 décideurs et des leaders d'opinion. Au rang des initiatives dédiées au continent, le Choiseul 100 Africa, un classement qui met en lumière les talents et les opportunités d'affaires. Le Choiseul Africa Business Forum, un événement qui attire chaque année plus de 800 chefs d'entreprise et dirigeants influents pour des partenariats durables. Le Bénin accueille cette communauté cette année, le temps d'un sommet. Cotonou accueille pour la première fois le Choiseul Africa Summit. Pascal Lorotte, président de Choiseul Africa, affirme ce qui suit. Le Bénin incarne aujourd'hui une Afrique ambitieuse et résolument tournée vers l'avenir. Par sa stabilité, ses infrastructures modernes et son positionnement stratégique, il se présente comme un marché d'opportunités et de savoir-faire et un carrefour incontournable pour les échanges économiques régionaux. Organiser le Choiseul Africa Summit à Cotonou, c'est reconnaître le rôle central que joue le Bénin dans la dynamique de croissance et de coopération en Afrique de l'Ouest. Et la liste officielle des candidats à l'élection du prochain président de la Banque africaine de développement est publiée par l'institution le 21 février dernier. 5 candidats, dont une femme, sont donc en lice. Tous les 5 candidats sont de nationalités différentes. On découvre leur profil avec Heureuse Danondé. La prochaine élection du président de la Banque africaine de développement BAD est prévue pour le 29 mai 2025. Le comité directeur du Conseil des gouverneurs sur l'élection s'est réuni les 11 et 12 février dernier au siège du groupe de la banque à Abidjan en Côte d'Ivoire pour valider la candidature de Amadou Hott, ancien ministre de l'économie du Sénégal de 2017 à 2022. Mais jusqu'à preuve du contraire, le futur président de la BAD ne viendrait pas de l'Afrique de l'Ouest. Sidi Ould Tah, ancien ministre de l'économie de la Mauritanie de 2008 à 2015. Il aurait bénéficié du soutien de la Côte d'Ivoire. Samuel Mzele Maimbo, économiste zambien. Abbas Mahamat Toli, tchadien et ancien gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale de 2017 à 2021. Il est le premier à se déclarer avec le soutien de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC. Et la seule femme du lot, Bajaboulé Swazi Tchabalala, sud-africaine et ancienne vice-présidente de la BAD. Au cours de son assemblée générale annuelle qui va se tenir du 26 au 30 mai 2025 à Abidjan, le Conseil des gouverneurs de la BAD va élire le successeur de Adesina Akiwomi, l'actuel président de la BAD, conformément au calendrier et aux procédures relatives à l'élection. Le candidat ou la candidate élue à la fonction de président de la Banque africaine de développement aura un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, pour gérer les affaires courantes de la banque sous la supervision du conseil d'administration. Des noces de diamants pour le port autonome de Cotonou, l'institution boucle 60 ans d'existence. Les manifestations entrant justement dans ce cadre ont été lancées au siège de la société. Alain Sochoubé et Igor Ayosso pour le compte rendu. Le port autonome de Cotonou célèbre cette année 6 décennies d'existence. Depuis mars 1965, cette institution emblématique a su s'imposer comme un secteur essentiel du développement économique national et sous-régional. Ces 60 belles années
ont vu se succéder des équipes visionnaires et déterminées. Poumon de l'économie béninoise, le port autonome de Cotonou veut combiner ces moments de festin à des séances de réflexion pour se positionner davantage dans l'univers portuaire international. Aujourd'hui, sans fausse modestie, nous pouvons affirmer avec fierté que le port autonome de Cotonou a trouvé sa voie, n'est-ce pas? Et suit son chemin d'une phase de modernisation et d'innovation continue. Les pères fondateurs de l'indépendance du Bénin ont compris qu'il fallait le port pour une économie prospère. Et pour ceux qui connaissent la dynamique des tresseurs de cordes, les équipes se sont succédées, les régimes se sont succédés, les personnes se sont succédées, les acteurs se sont succédés pour que le port soit aujourd'hui celui que nous connaissons qui est en plein développement, en pleine rénovation, j'allais dire en pleine explosion. 60 ans d'existence, le port autonome de Cotonou entend marquer d'une pierre blanche l'événement pour un nouveau départ. Et on parle sécurité routière au Bénin. Le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie échange avec les transporteurs. Jacques Kayadji a eu avec eux une séance de travail à Cotonou. Objectif, discuter et recenser leurs préoccupations. On regarde. C'est ça qui fait que les gens sont à 150 km à l'heure. C'est une discussion à bâton rompu entre le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie et les transporteurs. Des échanges avec pour problématique principale la sécurité routière. Les constats de police parlent souvent d'excès de vitesse. Malheureusement, c'est la cause à 80% des cas d'accident. La plupart, il leur suffit de prendre le permis. Après ça, on dirait le code, tout ce qu'ils ont appris, on dirait que ça sort. C'est pourquoi, de temps en temps, il faut les relancer dans les formations. Lorsque vous voyez l'état du véhicule, on se dit que ce véhicule-là ne pourra jamais se déplacer pour aller dans un centre. Vétusté du parc automobile, chargement hors gabarit, valorisation du tarif des transports et excès de vitesse. Autant de sujets abordés pour limiter au minimum les accidents de la route. Le contrôle d'excès de vitesse. Nous savons que nous avons des panneaux qui limitent les vitesses dans les agglomérations. Partout dans le monde, les vitesses sont réglementées. Autre constat qui est fait sur le terrain, c'est les véhicules transformés. Je voudrais surtout insister sur cet aspect, sur cette prise de conscience, pour que nous puissions faire en sorte que nos routes ne soient plus des mouroirs. La sécurité routière, ça met en relation trois choses. C'est l'infrastructure, c'est le véhicule et c'est le conducteur. C'est ce triptyque-là qui permet d'assurer la sécurité routière. Si vous avez une infrastructure parfaite et le conducteur qui est là n'a pas la compétence ou bien n'est pas dans un état normal pour prendre la voiture, ça ne peut pas aller. Mais moi, je vois l'environnement aussi. Nous, au niveau administration, on va faire tout ce qu'il faut pour sortir le cadre législatif qui est en cours, mais de votre côté là, faites ce qu'il faut faire. Vous reconnaissez que les véhicules sont branlants, mais vous ne voulez pas qu'on vous les retire parce que ça vous permet de manger, c'est ça, hein? Est-ce qu'il faut mourir pour manger ou bien il faut manger pour vivre? Jacques Kayadji privilégie la sensibilisation qui va permettre la prise de conscience des acteurs. Il donne ainsi le ton avec cette descente sur le parc auto de Djonké. Et dans un autre registre à présent, après leur installation le 24 février dernier, les 21 membres du Conseil économique et social ont procédé hier au siège de l'institution à l'élection du président et des autres membres du bureau exécutif. C'était au cours d'une session plénière. Igor Ayoso, Karamatou Agbataou. C'est lui, Conrad Baguidi, qui préside aux destinées du Conseil économique et social. Ce leader prend ainsi les rênes de cette institution réformée. 3 candidats étaient en lice. Razaki Amouda Issifou, Emmanuel Golou
et Conrad Baguidi. C'est finalement en ce dernier que ses collègues ont placé leur confiance. L'élection s'est déroulée au cours de la session plénière comme prévu par les tests. C'est donc loin des caméras et micros des journalistes, dans le secret absolu, que les 21 membres ont procédé au vote. Nous avons une mission claire, un défi collectif. Le 24 février 2025, lors de l'installation de notre mandature, le chef de l'État nous a adressé un message limpide. J'emprunte quelques-uns de ces mots. De votre efficacité dépendra la longévité d'une institution longtemps galvaudée et maintes fois menacée de suppression. Puis il a poursuivi avec force. Si la réforme politique de la rupture n'a pas eu raison du CES, alors c'est au CES, tel qu'il est composé aujourd'hui, d'avoir raison des intentions de sa suppression. L'élection de Conrad Baguidi à la tête de cette 7e mandature du Conseil économique et social transitoire intervient dans un contexte économique et social en pleine mutation. Pas de temps donc à perdre, il faut passer à l'action. Dans sa mission, Conrad Baguidi pourra s'appuyer sur les 2 autres membres du bureau, Razaki Amouda Issifou et Emmanuel Golou, respectivement premier et 2e vice-président. Dès maintenant, nous passons à l'action avec 4 mesures immédiates. Nous installerons les conseils départementaux, car une présence locale existe désormais par notre loi pour traduire concrètement les réformes et partager les voix des territoires. Pas donc de répit. C'est un nouveau vent qui souffle pour cette institution qui s'inscrit dans un élan de mise en œuvre efficace des politiques économiques et sociales du gouvernement. Du 19 au 28 février 1990, la conférence des forces vives de la nation marquait une nouvelle ère dans l'histoire politique du Bénin. 35 ans plus tard, l'événement continue de nourrir les débats et les réflexions sur l'état de la gouvernance publique. Et dans ce cadre, le parti Union progressiste Le Renouveau crée un cadre d'échange sur le sujet à travers un colloque qui se tient du 27 au 28 février 2025 afin de faire un bilan de cette dernière pour mieux se projeter, annonce faite par Noël Chadaré, membre du parti au micro de Jennifer Satiri. L'Union progressiste Le Renouveau a décidé de jouer toute sa partition dans la commémoration de ces 35 ans en organisant un colloque. C'est une occasion d'échange, de partage. Et donc on aura 3 panels. Un premier panel qui va parler de la réforme du système partisan. Un deuxième panel qui va parler de l'état de droit et justice. Et le troisième panel qui va parler de la gouvernance économique et sociale. En passant en revue tout ce que nous avons hérité de cette conférence nationale, on verra qu'à partir de 2017, il y a eu des réformes. Des réformes qui se sont appuyées sur ce qui n'a pas marché. Parce que le Bénin était à l'arrêt en 1989. Et comment faire pour, n'est-ce pas, remettre le train béninois sur les rails du développement, de la paix? C'est ce qui a été décidé de faire. Et ce qui a été fait jusque-là, on a constaté qu'il y a des insuffisances. Et à partir de 2007, il y a eu des réformes. Ces réformes-là, est-ce qu'elles ont prospéré? Quels sont les éléments qu'on peut mettre en lumière pour qu'on comprenne que ça a un impact? Ces réformes ont un impact visible sur, n'est-ce pas, notre pays, sur la gouvernance sociale, sur le système judiciaire, sur, n'est-ce pas, le système partisan. C'est une occasion pour que tous les Béninois voient un peu que pendant la conférence nationale, nous avons fait preuve de patriotisme. L'objectif, c'est de montrer que, quelque part, ce patriotisme-là doit toujours demeurer pour qu'on puisse aller de l'avant. Direction Diakotomé dans le département du Zou où a eu lieu des retrouvailles entre les fils et filles de Ouégamé, une initiative portée par la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique. À l'occasion, des réflexions ont été menées sur des stratégies à mettre en œuvre pour le développement de l'arrondissement de Ouégamé. Le point avec Ariane Da Silva.
C'est un grand jour à Ouégamé, dans la commune de Diakotomé. Nous sommes dans le département du Koufou. Les filles et fils de la localité se retrouvent non seulement pour festoyer, mais aussi pour repenser le développement de leur arrondissement. Notre arrondissement est confronté à d'énormes difficultés qui freinent le développement, à savoir le chômage des jeunes, les zones rurales, la délinquance, le vol, l'intoxication, la crise de confiance, l'insuffisance d'infrastructures. Des problèmes qui seront solutionnés avec la contribution de l'ensemble des enfants de Ouégamé. Ils sont toutefois reconnaissants pour ce qui est déjà fait. Et il faut que les enfants de Ouégamé sachent que Ouégamé n'est pas petit et tout faire pour aider Ouégamé à mieux se développer. Aujourd'hui, le gouvernement a fait l'effort de mettre la voie Azové, Ouégamé, Koulekamé en bitumage. L'entreprise est en installation, c'est déjà à saluer. Il reste maintenant que les fils et filles de Ouégamé descendent pour construire l'arrondissement. Beaucoup de régimes ont annoncé cette voie-là. Oui ou non? Oui. Les gens ont lancé, est-ce qu'ils n'ont jamais bitumé? Talon arrivé, tranquillement, et puis il lance la voie. Applaudissez pour lui. On est venu saluer des amis et voilà, nous sommes ici pour saluer encore d'autres amis. Désormais, nous sommes amis de Ouégamé. La FOPA, par ma voix, félicite, remercie et encourage le président de la République, son Excellence Patrice Talon, pour l'engagement honoré du gouvernement à l'endroit du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. L'ouverture du dialogue pour la réconciliation de l'Église du christianisme céleste tant attendue par la FOPA. Je nous invite à l'union, à l'unicité, la tolérance, le pardon et à la préservation de la paix partout où nous sommes. La paix, une valeur à promouvoir pour le développement. Et c'est la fin de ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci Christelle et Diacho Tongo. On se retrouve demain pour une autre séquence d'informations, toujours sur votre matinale 5-7 matin. Merci, bon matin à toi. Merci, bonne suite d'émission. Merci et vous qui êtes avec nous, on vous souhaite de passer une belle journée en notre compagnie. Vous êtes bien entendu sur votre matinale 5-7 matin, celle qui vous accompagne tous les jours du lundi au vendredi. Venons-en maintenant à la revue des titres. Allons un peu feuilleter les journaux, histoire de s'informer. Et on démarre tout de suite par le quotidien d'information, le matinal, qui nous parle de représentation diplomatique du Bénin à l'étranger. Eh bien, Talon nomme 6 nouveaux ambassadeurs. Vous découvrirez dans les colonnes du matinal la liste complète des personnalités promues. Et cette information également, qui n'a sans doute pas échappé à votre vigilance, pour insuffler une nouvelle dynamique au CES, Conrad Baguidi, élu président. Un autre quotidien à présent, Dynamisme Info, affiche en manchette rayonnement du Bénin dans le monde. Patrice Talon nomme 6 nouveaux ambassadeurs. Un coup d'œil du côté du Matin Libre et on voit en manchette la photo du tout nouveau président du Conseil économique et social. Conrad Baguidi préside donc la 7e mandature. Et puis Bénin, diplomatie, 6 nouveaux ambassadeurs en mission. Éric Jean-Marie Zissou ouvre l'ambassade de l'Inde, informe Matin Libre. Du côté de l'information, de l'informateur, c'est la même actualité, relations internationales. Le Bénin renforce sa diplomatie, s'exclame l'informateur. Jetez un coup d'œil du côté du chronomètre, nomination de 6 ambassadeurs. Patrice Talon renforce la diplomatie béninoise. Badirou Aguemon, Agnola Arouamenou et Franck
à Djagba, fierté de l'Ouémé. L'emblème maintenant, le leadership, s'agissant bien entendu des nominations de 3 ambassadeurs originaires de l'Ouémé. L'emblème nous apprend que le leadership de Patrice Talon est salué. Et nous poursuivons notre quête des unes et on retrouve cette fois-ci le quotidien d'information Les 4 vérités qui nous parle de vie syndicale au Bénin. 11 syndicats rejoignent la COSI Bénin du renfort pour le SG Kodio Rinlin et ses camarades pour la lutte syndicale. Les 4 vérités toujours. Omari Kogouanlé, ministre conseiller à propos de 2026. Nous devons conserver le pouvoir pour poursuivre les réformes. Distel Amoussou dénonce les détracteurs du porte-parole du bloc républicain. Alors, on quitte les 4 vérités pour l'autre quotidien à présent. Préparation des élections générales de 2026. Sakalafia se réjouit de la perspective de l'audit du fichier électoral. Et un avant-dernier quotidien, la tribune de la capitale, nomination de nouveaux ambassadeurs au Bénin, le département de l'Ouémé se taille la part du lion et on termine avec l'événement précis. Maintien au poste des personnels de santé au Bénin, Talon gâte les praticiens spécialistes, médecins spécialistes et généralistes des mesures incitatives prises en leur faveur. Voilà, ce sera tout pour la revue des titres ce matin. On va à la pause rapidement, une parenthèse publicitaire et nous allons juste après, j'allais dire la pause, retrouver Jean Fandé et Patrick Yossou pour l'heure du français. C'est l'heure du français avec Patrick Yossou, Jean Fandé. Bonjour, messieurs. Bonjour, Rachidat, bien maman. Comment allez-vous? Ça va ce matin? Oui, ça va bien. Jean Fandé? Oui, bonjour. Alors, c'est le repos, hein, n'est-ce pas? Oui, pour l'instant, c'est le repos. Hein. Oui, les élèves sont à la maison. Les professeurs en profitent pour se relaxer un peu. Ils sont vraiment à la maison. Bon, c'est le cas de les classes d'examen, il y a des cours de rattrapage, il y a des cours de renforcement et autres. Et par-ci, par-là. Oui. D'accord. Voilà, merci en tout cas de trouver un petit temps pour nous retrouver par ici. C'est avec plaisir. Vous le savez, c'est toujours avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit ici tous les jeudis. Ah oui, c'est ça, et c'est surtout ça qui me dope, qui m'encourage. D'accord, allez, l'heure du français et donc Patrick Yossou. Oui, ça l'encourage à tel enseigne qui ne va pas dire qu'est-il allé chercher dans cette galère. Que suis-je allé chercher? Que diable suis-je allé chercher dans cette galère? Oui. Une phrase qui sonne bien dans la tête. Bien sûr que oui. Jean-Baptiste Poquelin et Molière. Oui, tout à fait, tout à fait. Qu'est-il allé chercher dans cette galère? On va chercher la galère. On va chercher, pas la galère, mais le mot galère, on va parler du mot galère, des autres mots qui tournent autour de galère. On a galère, on a galérias, pardon, et on a galérien. Oui, tout à fait. Galérien, et puis on va finir par la galerie. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Et oui, quand on parle de galère, généralement, on a tendance à croire que c'est un mot familier et vulgaire. Mais en réalité, quand on remonte à l'origine, on parle de galère pour désigner une embarcation, un bateau, ce qu'on peut appeler généralement bateau. Et donc, comme du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle, il n'y avait pas encore de moteur pour ces moyens, eh bien, on utilisait les rames. Oui. Et comme de plus en plus, il fallait les fabriquer de plus grands, de plus longs, pour aller, par exemple, en compétition, en conquête, merci, oui. En conquête, en guerre, eh bien, il fallait quand même des gens pour faire bouger les rames. Donc, l'idée est venue donc d'aller chercher les bagnards, les forçats, et de dire, par exemple, au lieu de dire tu es condamné à des travaux forcés, on dit tu es condamné à 3 ans de galère, tu es condamné à 5 ans de galère. Ça veut dire que tu es condamné, tu es astreint à rester assis dans ces embarcations et à ramer
quotidiennement, à ramer tout le temps qu'on en a besoin. Et donc, c'était un travail très dur et très pénible. Une sorte de pénitence. Oui, une espèce de pénitence. Et quand la galère, avec le temps, est devenue plus grand, plus long, eh bien, on a parlé des galéas. Galéas, donc G-A-L-E accent aigu A-2-S-E ou bien G-A-L-E accent aigu ACE. ACE. Oui. Et donc, l'écriture s'opère de deux manières, de deux façons. Et donc, quand on parle de galère, c'était ça, des embarcations. Mais pourquoi on a gardé ce mot, ce terme? C'est quand on dit je suis dans la galère, ça veut dire je suis en difficulté, je suis dans une période de baisse de régime matériel. On peut parler de période de vache maigre. Oui. Et donc, période difficile. Oui. Et celui qui fait bouger ces embarcations, c'est un galérien. Oui. Et donc, lorsque vous dites par exemple que vous menez une vie de galérien, ça veut dire que vous êtes dans une période où c'est très dur, très difficile pour vous. Dieu nous en préserve. Dieu nous en préserve. Donc, quand on est en difficulté, on peut dire on mène une vie, ou bien vous êtes dans un métier qui pas forcément difficulté financière. Non, sur tous les plans. Et surtout sur le plan professionnel, le travail que vous faites, c'est un travail harassant, étouffant, aliénant. Et pourtant, il faut continuer de le faire. Vous n'avez pas une autre possibilité que de vous y astreindre. Eh bien, vous menez une vie de galérien. D'accord. Oui, c'est ça la vie de galérien. Quand on dit quelle galère, oh, quelle difficulté. C'est un peu synonyme d'enfer, d'enfer terrestre, quoi. Oui. Et donc, lorsqu'on parle de galérien, de vie de galérien, c'est bien entendu cela. Et galerie, qui n'a pas forcément quelque chose à voir avec la difficulté, mais avec plutôt la forme allongée que prend l'embarcation. Donc une galerie, c'est un mot qui a un champ sémantique assez vaste. On va juste évoquer quelques-uns. Par exemple, lorsqu'on parle de galerie, c'est un large passage intérieur ou extérieur couvert ou non à un édifice à usage de communication ou de dégagement. Par exemple, c'est synonyme dans ce contexte de corridor, de couloir portique, de vestibule, etc. On parle aussi de galerie pour désigner la voie piétonne ou couverte sur laquelle s'ouvrent des boutiques, galeries marchandes ou commerciales. Et par exemple, ce qui est fait contre le mur du camp militaire ou du côté rail à Bégamé, on peut parler de galeries d'art. Il reste simplement à couvrir pour que, en temps de pluie, ceux qui se baladent pour apprécier les choses ne soient pas trempés. Trempés, j'évite de dire mouillés. Et donc, c'est aussi, surtout il faut retenir, c'est un ensemble de personnes présentes et susceptibles de porter un jugement ou d'assistance sur un sujet ou bien sur quelque chose. C'est pourquoi on entend l'expression amuser la galerie. D'accord. Oui, c'est pas pour amuser, c'est pour amuser la galerie. Ça veut dire que l'ensemble des personnes, l'ensemble des personnes qui sont là représentent ce qu'on peut appeler une galerie. Donc, c'est pas, ça veut dire synonyme de groupe de personnes. Donc, c'est pour amuser la galerie, ou bien c'est pour ne pas, je ne voudrais pas animer la galerie. Ça veut dire que c'est un ensemble de personnes et ça n'a rien de dépréciatif ni d'injurieux. Donc, voilà ce qu'il faut retenir par rapport à la notion de galère et à tous les termes qui entourent. Il y a bien d'autres termes, bien d'autres champs sémantiques et lexicaux qui entourent ce terme de galère. Il y en a plein. Il y en a plein. Je renvoie sympathiquement les amis téléspectateurs, amis de la culture, à prendre le dictionnaire, un bon dictionnaire, et vous allez découvrir de très 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 belles et enrichissantes choses. Je veux rajouter que pour la galerie, c'est aussi une collection d'œuvres d'art, une collection d'œuvres d'art ou d'objets d'art, en particulier exposés les uns à côté des autres. Tout à fait. Galerie, il y a beaucoup de galeries qui s'installent au Bénin de plus en plus, surtout à Cotonou. Je ne voudrais pas en citer pour ne pas créer de jaloux. Oui, et je voudrais aussi ajouter que lorsque l'on parle de galère, lorsque c'est une galère, enfin la galère, l'embarcation, le navire, c'est une galère à 3 rangs de rames, on parle de trirème, 3 rangs de rames. Et lorsque lorsque l'on veut utiliser le mot au pluriel, dans l'ancien temps, on parlait de galiotes. Donc, les galiotes,
la galère, les galiotes, c'est dans l'ancien temps. Et les galériens, on peut aussi parler de bagnards, pour parler de galériens, les bagnards, les forçats, pour parler de ces prisonniers condamnés à la peine de travaux forcés. Laisse-nous d'abord digérer le mot galère. Parce que ça, c'est des mots en plus, là. Forçat, bagnard. Ce sont des mots synonymes de galérien. Voilà, des mots synonymes de galérien. Lorsqu'on parle d'un galérien, quelqu'un qui est condamné à la galère, c'est quelqu'un qui est condamné aux travaux forcés. Donc, c'est un forçat. Quelqu'un qui est condamné à aller au bagne, c'est un bagnard, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ajoute ces mots-là. Ce ne sont pas des mots très compliqués. On les retient facilement. D'accord. On vous comprend, Patrick. Ce sera tout, Jean Fandé? Oui, ce sera tout pour cette... Y a-t-il d'autres précisions? Non, pour cette rubrique, ça peut aller. D'accord. Pour rester dans la dynamique de ce qui peut être assez digeste pour nos amis téléspectateurs. C'est pourquoi je les renvoie eux-mêmes en fonction de leur but, de leur niveau de culture. Aller feuilleter le dico. On n'apprend pas tout par ici. On vous donne juste ce qu'il faut. C'est à vous de voir ce qu'il faut en faire et compléter, pourquoi pas, les informations reçues par ici, n'est-ce pas? Nous sommes là pour contribuer juste à allumer la lampe et à indiquer le chemin. Merci Jean Fandé. Allez, maniement de la langue à présent, et on continue de parler de la prise de parole en public. Où en sommes-nous déjà? Oui, on est à la règle numéro 3. Oui, règle numéro 3. Et qui dit quoi? Qui demande que l'on tienne compte du fond quand on veut intervenir devant un public. Il faut tenir grand compte du fond et se préparer avec méthode. D'accord. Tenir grand compte du fond. En fait, c'est pour dire quoi? Lorsque vous avez de belles idées qui ont été bien travaillées, bien mûries, même quand la forme est un peu bancale, on vous comprend, on vous accepte mieux que de dire de belles paroles alors que le fond est vide. Le public ne supporte pas ceux qui viennent les ennuyer avec des idées mal structurées, des idées mal mûries, des idées qui ne tiennent pas. Et donc, il faut donner, il faut préparer beaucoup. Et c'est dans la préparation qu'on donne l'impression d'être naturel. En réalité, on dit de certaines personnes qu'elles paraissent ou sont naturelles devant un public lorsque ces personnes ont pris soin de bien préparer. Il s'agit de cette opportunité pour saluer Serge Ayaka qui prépare minutieusement tout ce qu'il veut dire, tout ce qu'il veut faire. Alors, j'ai appris de lui beaucoup. C'est pas faux en plus. La meilleure improvisation. Oui, mais la meilleure improvisation. C'est ce qu'on nous apprend d'ailleurs en radio, en télé. La meilleure improvisation est celle qui est écrite. Oui, même les commentaires, les petits commentaires, même tout ce que vous allez faire, les petites réactions pour surprendre le public, il faut tout écrire. Il faut tout écrire. Sinon, c'est très vite fait qu'on oublie et c'est très vite fait. Et sur le plan officiel, sur le plan, par exemple, politique, sur le plan communicationnel, il faut tout écrire. Pourquoi? Parce que lorsque vous n'écrivez pas tout, le public qui interagit peut vous pousser à commencer par dire des choses qui vont prendre une autre tangente. C'est ce qui fait que certains grands communicateurs, à propos de certains sujets, ils interviennent les premières fois, vous allez voir que tout se passe bien, mais à un moment donné, il suffit parfois d'une intervention ou bien d'un hic pour que il s'explose et puis il chamboule tout. Donc il faut tout préparer et rester dans la ligne éditoriale de ce qu'on a préparé, si j'emprunte aux journalistes leur terme. Donc il faut respecter la ligne, il faut rester dans le sillon de ce qu'on veut dire, de ce qu'on doit dire et le faire d'avance pour pouvoir mûrir ça correctement et même si possible mener des enquêtes pour être sûr de ce qu'on veut dire. Comme ça, quand vous intervenez devant, parce que c'est l'une des meilleures façons de manifester son respect pour ceux qui vous écoutent. Aujourd'hui, avec la possibilité de rester loin et de zapper, il faut faire très attention pour accrocher les gens et ne pas les obliger à zapper sur vous. Parce que c'est aussi une insulte que vous ne pouvez pas savoir. Alors, on a dit donc qu'il faut tenir compte du grand fond et se préparer avec méthode. Préparer avec méthode, il y a deux méthodes qu'on conseille le plus souvent. Vous allez me soutenir parce que c'est votre domaine aussi. Eh bien, première méthode. Il n'y a pas qu'ici. Il faut tout piger.
Il faut faire le par cœur. Tout ce que vous avez préparé là, il faut faire le par cœur pour donner l'impression que vous parlez naturellement. Oui. Et exercez-vous avec des spécialistes et même avec votre miroir ou vos enfants. Vous les prenez comme public, vous leur parlez, et, ou bien vous faites un dessin contre le mur et vous estimez que c'est une personne que vous vous adressez. Donc vous pigez tout par cœur. Le risque, c'est quand vous oubliez un mot. Il y a certains qui paniquent. Non, dès que vous oubliez un mot, personne n'a répété avec vous. Escamoter, continuer. Oui. Ça va revenir. Deuxième méthode, vous ne pigez que l'introduction et la conclusion. Et vous gardez en tête la structure, le plan, mais vous mentionnez les exemples auxquels vous devez recourir à chaque grand point pour ne pas perdre le fil. Donc, quand l'introduction est très bien élaborée, vous le dites très bien avec beaucoup d'aisance, et surtout de bienséance, eh bien tout se passe bien. Mais lorsque vous cafouillez et puis c'est à la fin qu'on vous donne la parole pour conclure et puis vous ne savez plus quoi dire, vous répétez, eh bien il faut surtout tenir compte de la chute. La chute, par exemple, au niveau, vous allez voir, je ne vous apprends rien, au niveau de, je le dis aux téléspectateurs, vous allez constater que quand on fait le journal, vous allez remarquer que la chute, c'est souvent un événement de distraction culturelle pour bien finir en beauté, même si le journal a été consacré à un événement catastrophique. En communication également, il faut bien finir. C'est comme une pièce de théâtre où vous commencez ou bien un film et vous applaudissez, vous êtes content, et puis à la fin, flop. Donc il faut finir de la façon aussi tonitruante que vous avez commencé. Donc voilà ce qu'il convient de dire par rapport à ces points et je vous renvoie la parole puisque nous sommes tous dans le même marigot pratiquement. Et bien voilà. Oui, et justement en parlant de tenir compte du fond, oui. Il y a certains qui oublient que le fond ne peut être bien rendu que si on fait une bonne programmation, c'est-à-dire que la charpente doit être bien visible. On doit faire un plan correct pour le fond. Il ne s'agit pas de dire je connais le fond simplement, il s'agit de faire un plan et qu'il faut suivre ce plan et avoir nécessairement dans la tête ce plan-là. Même si on n'a pas tout par cœur, on n'a pas toute l'entièreté par cœur, que le plan soit connu par cœur, qu'on enregistre le plan. C'est très important pour la prise de parole. Merci à vous, messieurs. Allez, l'expression du jour, Patrick Gosson, on la découvre. Oui. Qui veut noyer son chien l'accuse de rage. C'est un proverbe qui est utilisé à tort et à travers parfois, mais c'est un proverbe qui est très utilisé. Ah oui, un proverbe très utilisé qui veut noyer son chien. Noyer son chien, ça veut dire le faire immerger dans l'eau, le plonger dans l'eau et l'y laisser mourir. La rage, c'est une maladie qui a fait rage dans les siècles passés. Oui. Et donc, quand on parle de rage, c'est une maladie très, très contagieuse. Et donc, quand vous constatez que votre chien a la rage, pour que ça ne se multiplie pas, pour que vous ne preniez pas le risque de le voir mordre des gens et avec des poursuites judiciaires, il vaut mieux l'abattre. Alors, lorsqu'on veut se débarrasser de son chien et que ça risque de susciter l'émoi des voisins, on leur dit non, c'est parce que ce chien-là a la rage. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsqu'on est habitué à une personne, lorsqu'on est familier à une personne et à un moment donné, on ne veut plus continuer de collaborer avec cette personne, on veut se séparer de cette personne sans susciter de réaction, des mois, eh bien, on dit simplement que cette personne a tel défaut, donc il vaut mieux que je m'en débarrasse. Et donc là, on peut employer le proverbe qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Ça veut dire que lorsqu'on veut se débarrasser d'une personne, on trouve aisément des prétextes pour se débarrasser de cette personne-là. Donc, on trouve toujours des justificatifs, quel que soit le domaine. Et lorsqu'on est en face des gens qui sont très, très colériques de tempérament, très très pointu d'espièglerie, eh bien c'est très vite fait qu'on trouve que bon, c'est parce qu'il y a eu telle chose et on vous aligne même les arguments, les idées pour dire bon, suite à ça, donc nous sommes obligés de vous condamner et même au niveau de la justice, ça existe parce que c'est un drap élastique extensible, chacun tire ça de son côté avec les arguments qu'il faut et lorsque l'autre partie n'a pas assez d'arguments, eh bien vous êtes noyé.
Oui. Et, voilà, et puis, en fin de compte, quand on cherche à nuire à quelqu'un, on utilise aussi toute la calomnie. Ça, c'est aussi une idée de qui veut noyer son chien, la queue de rage. Oui, tout à fait. Vous voulez nuire à quelqu'un, puis toute une panoplie de calomnies, de médisances, de rumeurs alliées, et puis vous l'enterrez vivant, cette personne. Oui. Ça, c'est... Qui veut donc la personne devient le bouc émissaire. Oui. Ça arrive aussi, le bouc émissaire, c'est à cause de lui qu'on a d'elle, ou bien de lui qu'on a telle situation, tel événement, et voilà ce qui se passe. Et donc pour dire quoi? Pour dire que pour être honnête, il vaut mieux dire directement la vérité. C'est pour dire que la condamnation n'est pas objective. Hein, le sujet pour lequel on vous accuse n'est pas forcément défendable. Et pourtant, on se sert de ça comme prétexte pour vous faire disparaître ou bien pour vous démettre de vos prérogatives, de vos fonctions. Oui, c'est l'histoire du cavalier qui est entré dans un village et un chien a simplement aboyé et a fait peur à son cheval. Alors il a crié « Oh chien, oh rage, chien enragé !» Et les gens se sont jetés sur le chien pour le tuer. Le chien n'avait pas la rage, mais juste parce que il était dans son rôle. Il était dans son rôle, annoncer, enfin, montrer qu'il y a un étranger qui est arrivé. Oui. Mais l'étranger a voulu lui montrer que, avec la rumeur, avec la calomnie, on peut tuer toute personne. Merci Patrick Yossou, merci Jean Fondé. On termine avec la pensée du jour. Oui, c'est une longue pensée de Maria Maba, une si longue lettre. Quand on pense que chaque seconde écoulée abrège la vie, on doit... je n'arrive pas à tout lire. Oui, c'est citation, je continue. Je reprends la pensée du jour, dit ceci. Je reprends la pensée du jour, citation. Quand on pense que chaque seconde écoulée abrège la vie, on doit profiter intensément de cette seconde. C'est la somme de toutes les secondes perdues ou cueillies qui fait les vies ratées ou réussies. Maria Maba. Fin de citation. Donc, c'est pour dire quoi? Quand on pense que notre vie, en fait, c'est une somme d'années, de mois, de semaines, d'heures, de secondes, de minutes, de secondes. Et chaque seconde doit être bien exploitée lorsqu'on veut réussir. Alors, ce que Maria Maba dit par rapport à ça, c'est qu'il ne faut jamais perdre du temps, même quand il s'agit d'une seconde. Parce qu'en perdant une seconde, vous perdez un pan peut-être important de votre vie. Oui. En perdant une seconde, vous perdez une partie importante de votre chance. On ne peut pas le comprendre, mais il suffit de voir ce que représente une seconde pour un athlète. Oui. Il faut voir ce que représente une seconde pour un athlète, parce qu'il suffit d'une seconde pour perdre. Moins d'une seconde, vous avez perdu. Oui. Une seconde en plus par rapport aux autres concurrents, vous êtes le gagnant, vous montez sur le podium au premier rang. Et donc, une seconde en moins. Une seconde en moins, oui. Bon. Et donc, merci. Et lorsque vous vous référez également à ce que représente la seconde pour quelqu'un qui a raté un accident ou bien qui a été victime d'un accident, vous saurez ce que c'est que la valeur d'une seconde. Oui. Donc, le temps, il faut respecter le temps. Il faut respecter le temps lorsqu'on veut réussir. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous allez faire autre chose que réussir. Et c'est pourquoi elle dit que c'est la somme de toutes les secondes perdues ou cueillies qui fait les vies ratées ou réussies. Donc il ne faut jamais perdre de temps et il faut être speed comme le disent les jeunes, c'est-à-dire rapide, prompt, pragmatique dans beaucoup de situations. Il ne faut pas perdre du temps. Faut pas perdre du temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut accélérer, ça ne veut pas dire qu'il faut se presser, mais il faut exploiter avec beaucoup de munitions, beaucoup d'intelligence, beaucoup de clairvoyance chaque seconde que nous avons en notre possession. Oui, ne pas confondre surtout vitesse et précipitation. Oui, voilà. J'allais le dire d'ailleurs. Ah oui. Dans la balistique, une seconde de perdu, c'est-à-dire là qui consiste à calculer la trajectoire des projectiles. Oui. Eh bien, quand vous perdez une seconde, ou bien vous tirez une seconde plus vite, c'est pas sûr que vous puissiez avoir la cible. Donc, il faut toujours savoir quand il faut dire les choses, à quel moment il faut le faire, comment il faut le faire, à quelle dose il faut le faire. Et le succès est garanti.
Profitez intensément de chaque seconde qui passe, et c'est ce que nous faisons ici tous les jours, n'est-ce pas? On profite les uns des autres, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui. Patrick Diossou, ce sera tout pour la revue des titres, pas la revue des titres, pour l'heure du français plutôt. Ce sera tout pour oui. Je vais finir par toujours le mot galerie. Et vous savez, il y a certains animaux qui creusent des trous et on les appelle aussi galeries. Oui. Et les mangoustes à travers le sol, les fourmis, les termites creusent des galeries. Donc, ce sont aussi des galeries. C'est pas seulement la galerie d'art qui est une galerie, c'est pas seulement les galeries évoquées par M. Fandé qui sont des galeries. Très bien. Merci pour cette précision de taille. Jean Fandé, ce sera tout. Tout à fait. Un petit mot à ajouter Non, je souhaite très bon repos à tous les collègues qui sont en congé de détente. Détendez-vous bien. Et profitez intensément de chaque seconde. Bah oui. Surtout pour vous remettre... Faites comme Jean Fandé, profitez de chaque seconde. C'est un bon vivant, n'est-ce pas? Jean Fandé. Il le faut. Allez, merci à vous, messieurs. Bonne journée jupitérienne. Merci. On va se retrouver jeudi prochain, toujours sur l'heure du français. Et vous qui nous suivez, bon matin à vous en compagnie de nos programmes. Dans un instant, le débat, mes débatteurs sont déjà là. On va parler d'un outil spécial, l'outil RMT, vous connaissez l'outil RMT, dans la gestion des risques. Ah ok, si c'est gestion des risques, je connais, mais quand on met le cycle RMT, je me perds. Ah oui, d'accord. Allez, c'est l'occasion pour vous d'en savoir un peu plus. D'accord, merci. D'accord, vous suivez le débat de l'autre côté. Oui. Et moi, je poursuis par ici, une virgule publicitaire, et on se retrouve après pour l'instant débat. Bienvenue dans le débat de ce jour. Une question d'entrée de jeu. L'outil RMT, connaissez-vous l'outil moderne de cartographie des risques RMT? Est-ce que vous connaissez cet outil? Peut-être que oui, peut-être que non. Quoi qu'il en soit, c'est un outil, on va dire, révolutionnaire de gestion des risques que nous proposons de vous faire découvrir ce matin. Et pour en parler, j'ai avec moi deux invités, Noutaï Prudence Vital. Bonjour. Bonjour madame, bonjour chers téléspectateurs. Vous êtes expert en management des risques et concepteur de l'outil que nous allons découvrir dans un moment. Oui, merci de nous éclairer sur ce plateau. Merci de me recevoir madame. Alors juste en face de vous, nous avons monsieur Koudandé Cédric. Bonjour. Bonjour madame, bonjour chers téléspectateurs. Alors vous êtes expert comptable et donc vous participez au débat ce matin. Bonjour à vous messieurs. Bonjour. La gestion des risques, on ne cessera jamais de le dire, c'est un élément important dans la gestion d'une entreprise. Mais déjà, pour que nous ayons la même compréhension du sujet ce matin, nous allons définir ce que c'est que la gestion des crises. Qu'est-ce que c'est, monsieur Koudandé? Merci beaucoup, madame. La gestion des risques, en fait, c'est un mécanisme qui permet à l'entreprise de pouvoir cerner les risques auxquels il doit faire face, de pouvoir les mesurer et de les réduire au maximum. En fait, c'est quoi un risque? Un risque, c'est un événement qui peut survenir dans le futur et qui peut impacter la vie de l'entreprise. Je prends l'exemple d'un restaurant. Un restaurant, il a le risque inhérent que les produits, les matières premières puissent fluctuer de prix. Donc, il faudra trouver un moyen de pouvoir cerner ce risque parce que il propose des prix qui sont standardisés et qui ne peuvent pas évoluer tous les jours alors que les matières premières fluctuent assez. Par exemple, il aura un risque lié aux clients qui arrivent. Est-ce que dans ses prévisions du jour, il est sûr que le stock qui est prévu pourra permettre de satisfaire la clientèle qui viendra en ce jour? Donc, il faut voir ainsi que l'ensemble des dispositifs que l'entreprise met en place doit lui permettre de pouvoir cerner les risques, que ces risques soient financiers ou non financiers. Mais il y a certains risques que nous appelons des risques diffus.
C'est-à-dire, nous avons eu le cas du Covid-19 où, par exemple, les compagnies aériennes étaient interdites de survoler l'espace. Donc là, on ne pouvait pas savoir à quel moment ce risque allait s'arrêter parce qu'il s'agissait d'une crise sanitaire mondiale. Et quel est l'objet principal de la gestion des risques ? L'objet principal de la gestion des risques, c'est de pouvoir faire un mapping, ce qu'on appelle une cartographie des risques, pour permettre à l'entreprise de savoir d'une étape à une autre, est-ce que je cerne tous les risques que je peux avoir pour éviter que des événements externes liés à l'environnement ou des événements internes issus de l'entreprise puissent impacter ses résultats, puissent empêcher l'entreprise d'atteindre sa performance et également pour pouvoir donner une certaine crédibilité à cette entreprise. Alors, ce que vous nous dites ce matin, M. Koudandé, c'est que c'est un élément très important à ne surtout pas négliger. Totalement. Aujourd'hui, vous allez voir, quand je prends l'exemple, par exemple, d'une entreprise qui se crée et qui doit aller vers une institution financière, on lui demande de faire ce que nous appelons communément un plan d'affaires ou un business plan, mais qui intègre une analyse des risques. Donc, il y a une étude de marché qui prend en compte les outils comme l'analyse SWOT, force, faiblesse, menace, opportunité, pour montrer que l'entreprise, elle maîtrise l'activité qu'elle veut faire et elle sait à quel objectif elle veut arriver. Alors, Monsieur Noutaï, c'est quand même une réalité. Et on l'a remarqué en réalisant cette émission que c'est une matière souvent négligée au sein des entreprises. Oui, c'est souvent négligé, tout simplement parce que la thématique gestion des risques est entrée dans la conscience collective de ces 10 dernières années, surtout dans l'environnement francophone. Le risque, souvent, ça concerne les banques, les assurances, un peu, dans une certaine mesure, les entreprises. Mais de plus en plus, ces 10 dernières années, ça commence à rentrer dans les habitudes. Et aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'État, aujourd'hui, si vous êtes une entité que vous n'avez pas votre cartographie des risques, votre budget n'est pas validé par le BAI, par exemple. C'est une condition sine qua non. Sine qua non. Et donc, toutes les entités, tous les ministères et autres sont obligés de faire leur cartographie des risques. Bon, c'est vrai que à la date d'aujourd'hui, tout le monde n'a pas encore fait ça. Mais quand même, c'est une dynamique qui est en place actuellement et qui doit se poursuivre. Et il faut apporter des solutions appropriées qui permettent de réduire le délai de cartographie des risques et puis de mettre un dispositif qui permet de mettre à jour les risques et de les archiver au fur et à mesure que l'activité de l'entreprise avance. Voilà. Alors, ce que vous nous dites, c'est que sans ça, une entreprise ne peut pas performer. En principe, vous voyez, avant on parlait des... Quand vous prenez une entreprise, par exemple, il faut auditer les comptes. D'accord? Si vous êtes une entreprise et vous n'avez pas les rapports d'audit, par exemple, les partenaires ne vous font pas confiance. D'accord. Aujourd'hui, maintenant, en plus des rapports d'audit, il faut avoir la cartographie des risques. Et si vous n'avez pas vous n'avez pas cartographié vos risques, comment vous voulez que les gens vous fassent confiance? Parce qu'on ne sait pas où on ne sait pas où on va. C'est comme si on naviguait à vue. D'accord. C'est la peur de l'inconnu. Alors que si on a votre cartographie, on sait au moins que vous avez pris les dispositions, vous avez cartographié vos risques, vous avez vos risques majeurs, vos risques moyens, vos risques mineurs. Très bien. Et donc, partant de là, quand le bailleur, bien les partenaires viennent vous voir, ils sont rassurés. Et ils savent que cette structure, je peux. Ils se disent que vous avez tout prévu. Exactement. Il n'y a pas d'inconnu. Oui. Parce que ça améliore la performance et la compétitivité. Et ça vous permet d'être en harmonie avec la réglementation en vigueur. Et puis aussi, ça protège la réputation de l'entreprise. Ouais, donc il y a tous ces éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais si vous n'avez pas ça, vous ne rassurez pas les partenaires, vous ne rassurez pas ceux qui collaborent avec vous, vous ne rassurez même pas vos fournisseurs, mais on va dire, ce n'est pas une entreprise viable. Alors que l'entreprise est appelée, chez nous c'est 99 ans, mais plus encore, puisqu'on a des entreprises centenaires dans d'autres pays. Donc on rêve de ce qu'on ait des entreprises centenaires au Bénin. Donc, il faut faire la cartographie des risques. Très bien. Ça revient sans cesse, cartographie des risques. Qu'est-ce que c'est? Alors, cartographie des risques. Dans la cartographie, il y a le mot carte. Carte. D'accord. Ça veut dire que c'est la carte de tous vos risques
Et je l'ai dit tantôt, les risques majeurs, c'est-à-dire les risques critiques, les risques moyens et les risques mineurs. Et donc, quand vous faites la cartographie de vos risques, vous faites un plan de mitigation, c'est-à-dire vous formulez des actions pour pouvoir mitiger ces risques-là et vous auditez ces risques en plus. D'accord. Donc, et de plus en plus, on demande, disons, aux entreprises, non seulement de faire l'audit des comptes, mais également de faire l'audit des risques. Vous voyez un peu. Donc, quand vous avez votre cartographie, vous savez quels sont les risques auxquels vous allez vous faire face. Et il y a l'historicité de vos risques. Donc, si je donne un exemple simple, on prend une entreprise qui a 15 ans de vie, d'accord, qui a sa cartographie des risques. Donc, sur les 15 années, tous les risques auxquels elle a été confrontée sont là. De telle sorte que si un risque survenait, on va dans les archives, on regarde, tel risque avait été fait, alors quelles sont les dispositions qui ont été prises en son temps? Et on repique ça simplement. On actualise en fonction de l'évolution de l'environnement. C'est comme on le dit chez nous, hein, pour aller loin. On ménage sa monture? Non, c'est pas ça. Pour aller loin dans le futur, il faut aller loin dans le passé. Ah, d'accord. Voilà, merci. Très bien. Alors, si je comprends bien, Monsieur Koudandé, ce matin, on est là pour un exercice d'explication et de compréhension, d'accord? Alors, si je comprends bien, cartographier ces risques revient à les anticiper, n'est-ce pas? À être en quelque sorte dans la prévision. C'est bien cela? Exactement, c'est bien cela. Je vais donner un exemple terre à terre. Vous prenez un restaurant. Un restaurant doit pouvoir conserver ses matières premières. Donc, il doit assurer la chaîne du froid. Ce qui veut dire qu'un restaurant, normalement, va acheter un réfrigérateur, un congélateur si nécessaire. Mais du fait des prévisions liées à des baisses de tension, il doit prévoir les appareils comme des onduleurs ou autres. Mais au-delà de cela, le restaurant, pour assurer ça, survie dans le temps, il peut avoir des périodes de délestage, donc il faudra prévoir un générateur qui est bien fourni en gasoil pour que lorsqu'il y a des coupures de courant, il puisse pouvoir subvenir à la chaîne de froid qui est un besoin opérationnel. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'entreprise sur l'ensemble de ses activités doit pouvoir prédire même ce qui va se passer pour ne pas se retrouver dans des situations qu'elle ne peut pas gérer. D'accord. Alors, c'est tellement important, en fait, qu'il est judicieux de bien choisir l'outil, n'est-ce pas, à utiliser pour cartographier, on va dire, ces risques. Et en cette matière, il y en a beaucoup. Et ce matin, nous, on va parler de l'outil RMT, dont M. Noutaï est le concepteur. Alors, l'outil RMT, c'est quoi? L'outil intelligent et intégré RMT, c'est quoi? Merci pour cette question. Je suis un expert en management des risques, mais je suis aussi consultant en gestion de projets et entrepreneuriat. D'accord. Et aussi expert en éducation financière. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en tant que coach d'entreprise, il faut identifier le besoin et proposer la solution appropriée pour ce besoin-là. Et que cette solution soit durable et puisse satisfaire le grand nombre. D'accord. Alors donc, dans nos accompagnements avec les structures étatiques et puis les structures privées, on s'est rendu compte que, bon, c'est vrai, il y a beaucoup d'outils de management des risques, sauf que les outils sont éparpillés, c'est-à-dire ces spécialisations. Quand vous prenez les assurances, il y a un outil. Quand vous prenez la gestion de l'environnement, il y a un autre outil. Quand vous prenez la gestion de projet, il y a d'autres outils. Alors donc, j'ai observé que pour mobiliser les personnes concernées par la cartographie des risques, c'était vraiment compliqué. Et il y avait aussi les problèmes de délai. L'agrégation aussi des données lors de la cartographie. Je donne aussi un exemple à ce niveau. Vous prenez une structure qui a 10 directions. Le directeur est là, il est le propriétaire des risques de toute la structure. Mais chaque direction doit faire sa cartographie des risques. Et donc, vous retrouvez, ces 10 directions se retrouvent chacune avec un fichier Excel. Donc, les 10 directions il y aura 10 fichiers Excel. Ouais. Et le responsable des risques, lui, il est appelé à agréger ces 10 fichiers pour en faire un fichier Excel pour toute
et la structure. Là, et donc, dans les manipulations et tout ça, vous pouvez vous perdre, les échanges de mails, la mise à jour, tout ça, c'était compliqué. Alors, donc, on a dit, bon, avec tout ce qu'on observe là, c'est mieux de faire sortir un outil intégré, facilement exploitable, et qui puisse mobiliser les ressources, qu'ils soient présents ou non. Ils peuvent interagir dans l'outil et partager les informations pour pouvoir faire la cartographie. Donc, d'où nous avons pensé à cet outil qui est comme l'eau. Quand vous prenez un verre de tallow, vous mettez l'eau dedans, ça prend sa forme. Si c'est un verre de vin, vous mettez l'eau de sa forme. Si c'est une bouteille, ça prend sa forme. Si on met l'eau ici maintenant, ça va prendre la forme. Exactement. Et donc, on a conçu l'outil de telle manière que, quelle que soit l'activité que vous faites, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous êtes, quelle que soit la taille de votre entreprise, quelle que soit la taille du pays, si vous avez cet outil, vous pouvez cartographier vos risques et l'avoir en temps réel. Et si vous êtes responsable de l'entité qui a par exemple 10 directions, le responsable des risques, il est là, il partage les profils, les gens interagissent dans l'outil. Il ne s'agit plus d'avoir 10 fichiers Excel. Non, il y a un seul fichier. D'accord. Et puis, il peut être à Washington ou en France ou bien à Londres. Il interagit avec ses collaborateurs et puis en un clic, il a sa cartographie, il fait son rapport, il peut le faire quel que soit l'endroit du monde. C'est simple, c'est efficace, rapide, parfaitement intégré à tous les systèmes d'exploitation que on a développé la version application, la version web, on a tout développé. Donc, quel que soit l'endroit du monde où vous êtes, vous pouvez avoir accès à l'outil, il suffit qu'on vous donne les identifiants qu'il faut, et puis vous interagissez avec de façon naturelle, sans même vous dépenser autant d'argent. Et figurez-vous, une mission de cartographie des risques d'une structure, c'est environ 15-20 millions. Vous voyez? Alors que cet outil vient réduire ça, ça permet d'optimiser en matière de management. Et puis, on n'a pas beaucoup d'experts en management des risques en Afrique francophone. Vous voyez, donc, cet outil aussi permet de renforcer la capacité de ces experts et d'utiliser ces outils, puisque moi, j'ai beaucoup de consultants qui l'utilisent. En 2-3 mouvements, ils ont fini leur rapport et puis ils passent à autre chose. Ce qui est sûr, c'est que c'est un outil, je l'ai dit, révolutionnaire. Et nous, ici, sur 5-7 matin, on soutient les initiatives portées par des Béninois. Et c'est ce qu'il faut retenir surtout ce matin. Monsieur Koudandé, alors, qu'est-ce que ça apporte de nouveau dans le management des risques? Cet outil, vous le connaissez, vous? Absolument, je l'ai testé. Vous l'avez testé? En fait, aujourd'hui, ça permet à toutes les cibles de l'utiliser. C'est-à-dire quoi? Vous avez votre entreprise, même déjà pour une start-up, qui, en fonction de l'activité qu'elle veut faire, elle peut intégrer ces informations et pouvoir avoir ce mapping de ces risques. Alors qu'autrefois, aujourd'hui, c'est que les grandes entreprises et certains secteurs spécifiques comme les banques et les assurances qui font de la gestion des risques. Et nous, en tant qu'auditeur légal, quand on va vers ces entreprises, on fait de l'approche par les risques en audit. Donc, ça veut dire que dans la phase de contrôle interne, on est sur l'approche par les risques pour nous permettre de voir là où il y a des risques et c'est sur ces éléments qu'on fait les contrôles. Mais aujourd'hui, pour une petite entreprise qui n'a pas l'obligation d'avoir un auditeur, il faut quand même qu'elle puisse faire elle aussi sa cartographie des risques et avancer de façon assuré. Exactement. Très bien. Alors, un peu comme vous l'avez testé, il y en a qui l'ont fait aussi. Hein. Il y en a qui ont expérimenté cet outil. Nous sommes allés à leur rencontre, nous leur avons tendu le micro. Voici ce qu'ils en pensent. Je pense que c'est un outil innovant qui doit permettre de faire progresser l'entreprise et de se prémunir des risques nouveaux. Je pense que ça va apporter un plus aux entreprises dans leur gestion quotidienne. J'ai eu à travailler un peu au niveau de la version démo et c'est un outil à première vue qui permet quand même de pallier à un certain nombre de difficultés que les entités éprouvaient dans la gestion des risques. Et là, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans la confection de la cartographie des risques elle-même.
Et ensuite, dans la gestion du plan de mitigation, c'est-à-dire l'ensemble des actions qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir atténuer ces risques-là. Et là, ça offre beaucoup de possibilités en termes de reporting, de requêtes. On peut demander par exemple le nombre de risques qui sont rouges, le nombre de risques qui sont jaunes et puis avoir leur liste. Parce que tout ceci permet de prioriser certains risques en termes de gestion et d'aller beaucoup plus vite, de gagner du temps. Et la Révolution, d'abord, c'est un outil web. On peut l'avoir facilement, télécharger facilement. Et ensuite, en dehors des autres outils qui étaient sur place, c'était des applications Excel, en fait, qu'on avait, que les cabinets et autres avaient conçues et mises à la disposition des entités étatiques et autres. Et ici, c'est un outil beaucoup plus complet. C'est vrai, il y a des liens, il y a un peu de tout, mais c'est beaucoup plus facile aussi dans l'utilisation et ça permet de gagner du temps parce que c'est ça le but en fait du manager. Il faut dire qu'au départ, on avait un outil qui buguait, qui stagnait et que la différence entre cet outil et l'ancien qui existait, qui n'était pas en fait une mauvaise chose. La révolution ici, c'est que ça vous permet d'exporter, d'importer, d'analyser les risques et de sortir les informations que vous voulez en temps réel. Et que le concepteur soit présent ou pas, vous avez la main pour bouger. En un clic, vous avez toutes les informations, vous entrez dans le panel que vous souhaitez et puis tout marche en fait. Donc cet outil est quand même bienvenu. Si les autorités, nous on n'est rien, hein, c'est juste que nous l'avons appliqué et on témoigne de ce que ça nous a fait. Ça dépendra des autorités au plus haut niveau, surtout que c'est un compatriote, on aurait souhaité qu'on l'encourage, qu'on puisse l'implémenter un peu partout et qu'on voit la qualité de l'outil véritablement et le choix sera fait. J'ai eu à tester cela, à utiliser et je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez complet, d'assez vraiment intéressant pour une entreprise et même pour moi, pour une petite entreprise qui fonctionne, qui a un souci d'optimiser ses ressources pour atteindre ses objectifs d'entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant et surtout de très portable parce que là, je peux utiliser n'importe où je suis sur mon téléphone. Donc vous voyez, voici l'application, d'accord, RMT, et j'ai mes différentes entreprises que je gère. Ça par exemple c'est Samori Touré, donc une des entreprises. Et vous voyez, j'ai la cartographie des différents risques que je peux avoir. J'ai par exemple 0 risque inhérent, 0 risque moyen et 1 risque élevé. Vous voyez, j'ai déjà une alerte sur le fait qu'il y a un certain risque que je dois résoudre très rapidement. Ben voilà, nous avons rencontré quelques entrepreneurs qui ont donné leur avis sur cet outil. Monsieur Noutaï, il est déjà sur le marché? Oui, il est déjà sur le marché. Parce que beaucoup nous ont parlé de la version démo, de l'expérimentation. Ben moi, je l'utilise de plus en plus pour mes missions de cartographie des risques. D'accord. J'espère que vous en êtes aussi un utilisateur. Donc, il y a beaucoup qui ont demandé. On est en train de les former parce que quand vous avez l'outil, on vous forme sur 3 jours et puis il y a un coaching d'1 mois qu'on vous fait pour vous permettre de l'approprier, tout ça. Et puis on donc l'outil est disponible déjà, oui. Ça fonctionne correctement. On n'est plus, on a déjà. D'accord, même si vous êtes à Bassila, chez moi, à Tchoumi partout, on peut l'utiliser. On a déjà dépassé le cap de l'expérimentation aujourd'hui. N'est-ce pas? Alors, nous sommes allés aussi vers Monsieur Fassino, l'inspecteur général de l'État. Nous sommes allés vers lui. D'abord, il a présenté le tableau, n'est-ce pas, au sein de l'administration. Comment est-ce que la gestion des risques se fait? On va l'écouter. Ici, nous n'avons pas encore un outil automatisé, mais nous avons un cadre, une matrice avec laquelle nous travaillons de façon générale dans l'administration publique. Et nous avons une matrice qui a été élaborée par un consultant et qui est proposée à toute l'administration publique dans le cadre de l'élaboration de leur cartographie des risques. C'est vrai que cette matrice est sous Excel, donc il y a des contraintes liées à son exploitation,
Et ce n'est pas toujours aussi convivial que cela parce qu'il y a des contraintes. Mais les réflexions sont en cours pour voir comment rendre plus convivial cette matrice-là et l'automatiser. Le gouvernement a voulu mettre ça au centre de la gestion de l'administration du public. Donc, toutes les structures, par exemple, aujourd'hui, sont astreintes à avoir une cartographie des risques pour pouvoir définir les actions qu'ils doivent pouvoir mettre dans leur plan de travail annuel. Donc, c'est une nécessité aujourd'hui d'avoir une cartographie des risques. Et je crois que d'abord, depuis 2018, nous avons commencé cette activité-là dans l'administration publique. Mais dans le secteur, par exemple, au niveau des partenaires, des projets, c'est une activité qui existait depuis longtemps. Et voilà un peu. Donc, tout le monde aujourd'hui, on y va. Vous avez dans tous les ministères aujourd'hui au Bénin, ils ont leur cartographie des risques. C'est vrai que certaines structures sont un peu à la traîne, mais l'accent est mis sur le fait que chacun doit pouvoir avoir son cartographie des risques pour pouvoir mieux performer. Et nous lui avons également posé une autre question. Connaissez-vous l'outil intelligent et intégré RMT? Voici ce qu'il en a dit. J'en ai entendu parler, mais j'attends l'occasion de pouvoir l'expérimenter. Bon, ce sera la bienvenue, parce que tout ce que nous pouvons faire pour faciliter, gagner du temps, et je crois que l'administration publique est dans cette dynamique-là aujourd'hui. Et s'il y a ces outils qui sont disponibles et nous les expérimentons, nous voyons que ça c'est plus avantageux pour nous en matière de coût et en matière d'efficacité. Et je crois que ceux qui sont compétents pour prendre les décisions concernant leur acquisition pourront toujours prendre les décisions. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en matière de gestion des risques dans l'administration publique, c'est d'abord l'affaire des premiers responsables et au niveau de chaque ministère, c'est l'affaire du secrétaire général du ministère. C'est lui le patron de l'administration. C'est lui qui doit pouvoir s'assurer que les risques sont maîtrisés. C'est vrai sous la responsabilité et en premier lieu du ministre. Voilà, c'est un projet tellement grand qui dépasse même aujourd'hui, on va lui dire, votre personne, Monsieur Noutaï. C'est pour ça que nous avons décidé d'en parler aujourd'hui sur 5 sur 7 matin. Alors, vous l'avez entendu, Monsieur Zinson Fassino, il n'est pas fermé. Ils ne sont pas fermés, ils sont ouverts, n'est-ce pas? Alors, des tentatives déjà est-ce qu'il y a eu des tentatives pour aller vers eux déjà, M. Noutaï? L'outil fait son chemin, mais on peut le mettre à disposition pour qu'ils puissent tester pendant 1 ou 2 mois et ils vont nous faire un retour pour... Mais c'est une belle perche là, qu'on vous tend, n'est-ce pas? Bien sûr, tout à fait. Il n'y a pas de problème, on est ouvert à toute possibilité puisque nous contribuons aussi d'une manière ou d'une autre au développement du pays. Donc ça, si les opportunités s'offrent, on va les saisir de façon sage et pouvoir participer naturellement au développement du pays. Très bien. Et surtout, il y a un monsieur qu'on a interviewé qui disait que c'est une initiative portée par un Béninois. Ce serait vraiment intéressant, n'est-ce pas, qu'on puisse soutenir ça, monsieur Koudandé? Totalement. Il faut soutenir le consommant local. Et aujourd'hui, je pense que le besoin est là. Et au-delà de ce besoin, les entreprises ont réellement des problématiques liées au contrôle interne et à l'audit interne. Ils passent par l'analyse des risques. Donc aujourd'hui, ça vient à point nommé et ça permet surtout d'être efficient parce qu'on ne passera pas du temps à réfléchir, à voir comment est-ce qu'on identifie nos risques, comment on les analyse et quelles sont les actions qu'on prend. Si nous avons la chance d'avoir un outil qui permet de faire le travail à notre place, ce n'est que pour l'efficience des entreprises et des entités publiques. Alors, une autre question, monsieur Noutaï, quels sont les formats, on va dire, de fonctionnement de l'outil RMT? Oui, il y a 2 formats principaux. Il y a le format lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ça, c'est un rapport réglementaire qu'il faut faire et une cartographie des risques qu'il faut faire à tout moment. Donc ça, ce format-là, c'est très simple. Donc vous rentrez dedans, vous mettez vos risques, vous les cotez, vous les appréciez, vous les analysez, vous faites un plan de mitigation. Et puis c'est dynamique et vous actualisez ça au fur et à mesure et l'archive, c'est la base de données est là en permanence. Quel que soit, si vous voyagez, on vous demande
par exemple, au niveau de la cellule nationale de traitement des informations financières, il y a des rapports de cartographie qui sont envoyés tout le temps. Donc, si vous n'êtes pas sur place, par exemple, et que vous êtes en voyage d'affaires et tout, et on vous dit, bon, j'ai besoin de votre cartographie des risques en votre rapport, ben vous rentrez dans l'outil, vous envoyez. Rapidement. Vous envoyez. Alors que en temps, c'est que vous êtes obligé de venir, parce qu'il y a des informations sensibles dessus, et puis vous ne voulez pas que les collaborateurs soient au courant et tout ça. Donc, il faut gérer ça discrètement et en toute responsabilité. Il y a le format toute entreprise, quel que soit le secteur d'activité. Et là, c'est beaucoup plus fourni. Et puis, vous pénétrez totalement toutes les structures de votre entreprise, toute l'organisation qu'il y a dans votre entreprise, si bien que le risque n'est pas du plus petit employé jusqu'au conseil d'administration. Vous voyez, donc, et vous avez tous les risques du management et les risques du conseil d'administration. Donc, et ça vous permet d'avoir ces informations-là et de prendre des décisions éclairées et en temps voulu. Très bien. Alors, j'imagine la bonne dame qui a son restaurant, qui nous regarde peut-être. J'imagine encore ce citoyen qui a son atelier de couture, qui nous regarde. Est-ce que cet outil RMT peut être utilisé par toutes les entreprises ou est-ce qu'il y a des entreprises spécifiques à qui cet outil s'adresse? Si par exemple vous n'avez pas les ressources pour recruter un consultant pour faire la cartographie des risques, vous pouvez aller sur le site internet dédié, d'accord, vous connectez, vous inscrivez, vous connectez, et vous faites votre cartographie des risques même depuis votre maison. Simplement. Sans frais, rien. Non, évidemment. On va pas en parler ici. Évidemment. D'accord. Donc, vous pouvez, maintenant, si vous n'avez pas quelqu'un, un expert qui vous accompagne, au moins nous, on peut interagir avec vous pour vous accompagner, pour faire votre cartographie. Mais vous vous inscrivez sur le site internet, on vous donne un profil et puis vous cartographiez vos risques rapidement, on vous accompagne, on vous coach et puis vous sortez votre cartographie des risques. Si vous ne voulez pas acquérir l'outil, bien sûr. Maintenant, pour ceux qui veulent acquérir, donc ils prennent contact avec nous. Toutes les entreprises peuvent utiliser l'outil. Oui, toutes les entreprises. Et l'expert comptable l'a dit tout à l'heure. Donc, il faut faire la cartographie des risques. Il faut faire. C'est comme un couple. Quand on se marie, là, on dit bon, on fait le mariage et tout. Mais le risque qui est dedans jusqu'à la fin de nos jours, on ne fait pas le point. Non, ne me dites pas que les couples aussi, doivent cartographier les risques. Bien sûr. Bon, juste je pensais que c'était juste une approche imagée. Non, c'est une approche imagée. D'accord. Très bien. C'est pour expliquer en fait. Exactement, c'est pour expliquer un peu. Donc, je pense que toute entreprise ou toute personne désireuse de cartographier les risques qui la concernent, elle peut accueillir l'outil très facilement. D'accord, très bien. Oui, monsieur Je voudrais compléter, en fait, les deux possibilités s'offrent. L'option web pour utiliser l'outil à distance dans un cloud ou l'option d'achat d'une licence pour se le faire installer en local. Donc, les entreprises, aujourd'hui, ont la possibilité de l'avoir sous ces deux formes. Très bien. Et le site web, c'est lequel? Est-ce qu'on a... Oh non. Bon, c'est pas grave hein, si vous ne l'avez pas. Alors, aujourd'hui, par exemple, comment on acquiert cet outil? Il suffit juste de venir vers vous. C'est simple. Oui, il suffit de venir vers vous. On s'entend sur les modalités et puis c'est parti. Vous êtes sûr de performer parce que c'est le but en fait. Je te répète là, on va vous installer et puis c'est en 2 clics. Et puis on vous coach pendant 1 mois, on vous mentor en quelque sorte pour que vous puissiez l'approprier l'outil. Et puis c'est parfaitement intégrable, hein, c'est parfaitement compatible à tout système d'information de gestion. Donc et très aisé. Très bien. Très aisé d'utilisation. Alors, Monsieur Koundandé, que faut-il dire d'autre sur cet outil que nous n'avons pas évoqué ce matin? Je pense que nous avons fait le tour. Le plus important, c'est de permettre aux entreprises de l'acquérir, de le tester et
eux-mêmes, ils vont pouvoir gagner en compétences et en temps sur leurs objectifs de croissance. D'accord. Voilà l'outil RMT, l'outil intelligent et intégré RMT qui vous permet tout simplement de maîtriser les risques au niveau de vos activités. Il est désormais disponible. Nous en avons parlé ce matin. Alors, on va vous permettre, Monsieur Noutaï, de dire un mot de la fin. C'est déjà fini pour ce débat. Ça va très vite, oui. Oui. Ok, non, l'outil RMT, c'est Risk Management Tool, c'est en anglais. On peut dire outil de management des risques. Donc, c'est disponible. C'est facile d'utilisation. Donc, tous ceux qui ont des craintes ou bien ont des besoins d'installer cet outil pour avoir leurs risques sur un tableau de bord et pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour optimiser les prises de décision et protéger leurs activités, ils peuvent prendre contact avec nous. Je ne sais pas si je peux donner le numéro. Si oui, allez-y. C'est le 01 66 74 47 47 ou le 01 98 66 70 70. Très bien. Donc, merci Monsieur Noutaï, Monsieur Koudandé, votre mot de la fin? J'encourage toutes les entreprises, tous les professionnels libéraux qui sont en contact avec ces entreprises d'utiliser l'outil et ils en verront eux-mêmes les effets. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ce qu'il faut surtout retenir, chers amis téléspectateurs, c'est que c'est une initiative portée par un Béninois et nous devons absolument le soutenir. Voilà. Nous sommes à l'aide du consommant local. Le président de la République, avec son gouvernement, ne cesse d'encourager les Béninois à consommer local. Pour une fois que nous avons un outil d'une telle envergure, pourquoi ne pas en profiter? La balle est dans votre camp, en tout cas. Merci, Monsieur Noutaï. Merci, Madame. Monsieur Koudandé, merci à vous. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin qui se poursuit par ici. Infotech. Dans un instant, nous allons à la découverte de quelques nouvelles technologies, quelques nouvelles innovations. On se retrouve juste après cette parenthèse publicitaire. Voilà, 5 sur 7 matin se poursuit. On va se quitter dans quelques petites minutes. Mais avant, quelques informations technologiques pour vous, chers amis téléspectateurs, histoire de vous informer des nouvelles sorties et autres. Vous le savez, les jeudis, on parle éducation, on parle également de technologie de l'information et de la communication. Et le saviez-vous, désormais, des lunettes équipées de verres à cristaux liquides pourraient prévenir les crises des épileptiques photosensibles. Et il faut ajouter qu'un prototype est actuellement en cours de développement et c'est une bonne nouvelle pour certains individus atteints de crise d'épilepsie. De nouvelles lunettes, comme je l'ai dit, sont donc en cours de développement et visent à procurer une couche de sécurité supplémentaire au quotidien des patients épileptiques. Plus précisément, donc, cette innovation cible les patients dont les crises sont déclenchées par la photosensibilité. Et donc, une autre innovation qui fait parler d'elle depuis quelques semaines déjà, c'était cette innovation qui pourrait apporter, on va dire, de réconfort aux personnes âgées. C'est un bébé Pandia. Un bébé Pandia. Le terme bionique s'explique aisément puisqu'il ne s'agit pas d'une simple peluche à câliner. Celle-ci réagit donc aux caresses de manière réaliste et ceci en fonction de l'une des nombreuses zones où se touchent ces capteurs tactiles. Alors donc, il ne s'agit pas simplement d'un robot, chers amis téléspectateurs, c'est juste un animal de compagnie pour les personnes âgées et au-delà de tenir compagnie et de soutenir les personnes âgées dont les capacités cognitives peuvent baisser, il faut dire que ce robot Panda peut aider dans différents scénarios, comme par exemple le développement émotionnel des plus jeunes ou l'aide aux personnes atteintes de
dépression, de stress et d'autisme. Une application permet de personnaliser son panda de son nom à sa voix en passant par sa personnalité. Alors rien qu'avec ce panda, désormais, les personnes âgées peuvent se sentir moins seules. C'est un panda qui est conçu grâce à l'intelligence artificielle et qui répond aux émotions. Vous lui parlez d'une certaine manière, il répond, et c'est un modèle développé par les Chinois qui ont estimé, n'est-ce pas, que les personnes âgées, à un moment donné de leur vie, se trouvent seules, abandonnées et ont besoin donc de réconfort. Voilà, ce sera tout pour 5 sur 7 matin de ce jour. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver demain, vendredi, pour parler de culture. Allez, prenez bien soin de vous.